Assalamu alaikum et bienvenue à tous dans ce premier épisode de New Meni. Je suis à la fois super contente mais également très intimidée par cette nouvelle aventure qui commence. Mais finalement, ce que je ressens, c'est cohérent avec ce dont on va parler aujourd'hui. Avant ça, je vais prendre quelques secondes pour remercier Wafa pour son implication dans ce projet. Wafa s'occupe de toute l'identité visuelle de New Meni, la page Instagram, le logo. C'est vraiment elle qui a 100% travaillé dessus. Je lui ai simplement expliqué ce que j'aimerais retranscrire à travers le feed Instagram, à travers le logo, et elle a su répondre à toutes mes attentes. Allahumma barik. Je demande à Allah de la récompenser. Je me permets également de vous demander de faire des invocations pour Wafa parce que honnêtement, ce qu'elle m'a demandé en retour, c'est vraiment pas grand-chose. Et Dieu sait que son travail, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissement, de temps, d'énergie. Et alhamdulillah, je suis vraiment reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir permis cette collaboration. Alors merci Wafa. Et on va passer à la suite, Inch'Allah. Je vais commencer par me présenter. Je pense que c'est toujours sympa de savoir qui on écoute. Bismillah, je m'appelle Rachida, j'ai 27 ans, je suis d'origine comorienne et de confession musulmane. Je suis née et j'ai grandi en France entre le nord et l'Île-de-France. Ma ville du nord, je crois que les Comoriens pourraient la trouver. C'est une ville où il y a pas mal de Comoriens et un port. J'en dis pas plus. Là, normalement, vous avez trouvé là. Là, j'ai même pas besoin de parler plus, de dire davantage d'indices. Et cependant, depuis 2023, j'ai tout plaqué en France pour venir m'installer au Canada, plus précisément à Montréal. Avec toutes ces caractéristiques, j'avoue que par moments, c'est un peu compliqué de se sentir à sa place. Et c'est là où je voulais en venir plus tôt. Comment on peut cheminer dans un environnement avec tous ces aspects qui nous composent. Vous l'aurez compris, j'ai grandi avec une double culture et finalement, c'est pas si simple que ça, bien que je trouve que c'est une très très belle richesse. Mais entre ce qu'on attend de moi en tant que comorienne et en tant que française, sans oublier que en tant que musulmane, je souhaite suivre l'islam. Alors prier, lire le Coran, apprendre le Coran, appliquer, apprendre la sira, évoluer en fait en tant que musulmane à part entière et ça fait partie de mon identité finalement. Et je me souviens que plus jeune, je me rendais pas forcément compte de toutes ces différences avec mes camarades de classe. Ils n'étaient pas forcément comoriens, ils n'avaient pas forcément des origines particulières, ils étaient d'origine française, ils n'étaient pas musulmans. Alors je sentais qu'on était différents. Il y avait eux, il y avait moi. Surtout que j'ai été dans des écoles où il n'y avait pas forcément de diversité. Alors, quand tu étais différent de quelqu'un, tu le ressentais très très vite. On pouvait être comme deux Comoriens, un Algérien, trois Marocains, et à nous tous, à nous six, on allait représenter la diversité de toute une école. J'ai très très peu de souvenirs de ma primaire et très peu du collège, surtout que c'est des périodes que j'ai pas spécialement appréciées. Par contre, au lycée, ça a été un tournant pour moi dans ma vie. C'est là où j'ai commencé à ressentir de plus en plus le besoin de côtoyer des membres de ma communauté. La première de mes identités que j'ai le plus affirmée, ça a été Rachida en tant que musulmane. C'est en classe de première que j'ai commencé à porter le voile. Ma story time avec le voile, d'ailleurs, est très très nulle. Carrément, je peux prendre le temps de vous la raconter parce qu'elle est courte et nulle. J'étais un jour en train de prier la prière de Asr et après l'avoir terminée, ma mère m'a appelée et m'a demandé d'aller chercher ma petite sœur à la garderie. Et comme j'avais la flemme d'enlever mon gilbeb, j'y suis allée comme ça. Et en revenant, il y avait une des copines à ma maman qui est venue lui rendre visite. Et elle m'a vue. Et de là, elle me dit, waouh, Rachida, t'es voilée? Et parce que j'avais trop honte de lui dire non, je lui ai dit oui. Et là, c'est bon. Je portais le voile. Elle était tellement contente. Elle me dit, ah, mais viens à la maison. Je vais te je vais te donner des voiles, etc. Et c'est ce que j'ai fait. On avait été chez elle. Elle m'a donné des voiles, elle m'a donné des vêtements. Et le lendemain, j'ai débarqué avec mon nouvel accoutrement à l'école. Zéro transition, que ce soit moi vis-à-vis de moi vis-à-vis de mes camarades. Personne n'est tout courant. Même tout le monde a été pris au dépourvu. Moi-même, j'ai été pris au dépourvu. Et je me souviens de la façon dont ils m'ont regardé. Ils étaient tellement surpris. Ils n'avaient pas compris, je pense, à ce moment-là. Je crois ce jour-là, j'avais choqué tout le monde et puis c'est tout. Mais c'était pas grave, j'étais ok avec ça.
moi, ça m'allait et finalement, je me sentais bien en plus. Je me dis: «Bah, en fait, c'est bien de porter le voile» et jusque maintenant, je suis voilée, alhamdoulilah. Je ne l'ai pas retiré et cetera, vraiment, je suis contente et alhamdoulilah, j'espère que ça va continuer comme ça. Mais j'ai aussi beaucoup senti qu'il y avait encore une fois une différence qui s'installait entre moi et eux et finalement, je répondais plus du tout aux critères de la Française attachée aux valeurs de la République, comme on dit, comme disent certains Français. Vraiment, il y avait comme une nouvelle barrière qui s'était installée entre moi et mes camarades de classe et je le sentais en fait. Et si eux, ils me le faisaient pas sentir, le corps enseignant me le faisait sentir. Parce que quand j'allais au lycée et puis que je rentrais chez moi, dès lors que j'étais en dehors de l'enceinte de l'établissement, je remettais mon hijab. Et je me souviens des regards que me portait le corps enseignant qui était devant les grilles. Les CPE, les directeurs, ils te regardent comme si tu avais commis un crime, à deux doigts d'appeler la police, à deux doigts de t'envoyer en garde à vue. Quand j'y repense, je me dis, mais c'est grave, je faisais rien de mal. Et les regards noirs, là j'en parle et j'ai le regard de la CPE qui me regarde en train d'enfiler mon hijab. Un regard mais noir, elle aurait eu des fusils à la place des yeux, elle m'aurait tiré dessus, c'est sûr. Et finalement, je me dis, on fait comment? On fait comment en fait pour évoluer, pour se sentir accepté, pour se sentir appartenir à un groupe? Je sais qu'à un moment, j'ai réfléchi et je me suis dit, aux Comores, j'aurais pas ce problème-là, comme c'est mon pays d'origine. Quand je vais aux Comores, je suis comorienne. Je serai entourée de Comoriens, je serai entourée de musulmans. Alors, j'aurais pas ce souci, ces réflexions, je vais pas ressentir ces différences. Et j'ai très peu eu l'occasion d'aller aux Comores dans ma vie. La dernière fois que j'ai été, c'était en 2022, bien après mes études. Et finalement, le constat, c'était que pour eux, j'ai été française. On nous appelle aux Comores les je viens. Les Comoriens qui passeront par là, force à nous, vous saurez exactement de quoi je parle. Personnellement, j'avais l'intime conviction qu'être aux Comores, ça serait beaucoup plus simple. Parce que pour moi, je considérais être une des leurs. Mais finalement, non. Et le fait même qu'ils m'appellent la je viens, ça démontre qu'ils ne me considèrent pas vraiment comme un membre de leur groupe. Je ne suis pas une des leurs. Je suis juste une petite Française qui vient en vacances et c'est tout. D'ailleurs, quand j'y repense, j'ai pas réussi à m'intégrer avec les locaux quand j'y étais. Si ce n'est mes cousins, mais comme c'est des membres de ma famille, c'est plus simple. Mais sinon, me faire des amis qui ont grandi et toujours vécu aux Comores, quand j'y étais, j'ai pas réussi. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont réussi, je veux bien que vous me dites comment vous avez fait. En sachant que je ne parle pas complètement comorien, alors je dirais que la barrière de la langue peut être un facteur, mais vous voyez quand vous allez aux Comores et qu'on vous regarde. Moi, je sais que quand j'étais dans mon village, je me promenais, il y avait des gens de mon âge finalement. Ils me regardaient mais longuement, on dirait que j'étais un extraterrestre. Ça se voyait que j'étais différente, j'étais pas l'une des leurs. Et ces regards, ils étaient tellement insistants, limite ça me mettait mal à l'aise. Et à la fin, on se demande, est-ce qu'on est vraiment chez nous même quand on est au bled? Et quand est-ce qu'on est chez nous? Comment on peut être chez nous? Parce que finalement, quand je suis en France, je ne suis pas française. Quand je suis aux Comores, je ne suis pas comorienne. Et puis, j'ai eu l'excellente idée de m'installer au Canada. Mais ça, c'est pas grave, c'est un autre débat. Mais elle est là, la réflexion. Je me dis, à quel moment on se sent appartenir à un groupe? À quel moment on se sent à notre place? Pour moi, ces réflexions-là, elles sont importantes car j'estime qu'en tant qu'être humain, on a tous besoin de ressentir un sentiment d'appartenance à un groupe, quel qu'il soit. Si je prends en exemple la structure familiale, on va se concentrer un peu sur la famille. Dans notre famille, on a besoin de se sentir aimé, respecté, considéré par ses membres, nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins, nos cousines. Si par exemple demain il y a un événement familial, un mariage, nous les Comoriens et les mariages c'est une grande histoire d'amour. Si demain ma cousine elle se marie, elle m'invite pas, je vais me sentir offensée. Parce que pour moi, dans la logique des choses, je fais partie de sa famille, alors il est normal qu'elle m'invite. On a grandi ensemble, on a toujours joué ensemble. Pareil, si c'est mes frères et sœurs, ils ne m'invitent pas à un événement qui
qu'ils organisent, je vais me sentir mise de côté. Et je me dis, mais c'est ma famille, c'est normal que je ressente ce sentiment d'appartenance à ma propre famille. Et pour les plus dramas d'entre nous, on estime être le personnage principal de notre famille. Moi, j'estime que c'est le cas en tout cas. Et il est donc normal que dans notre structure familiale, on se dit qu'on a notre place et qu'on n'a même pas besoin de la construire, cette place. Parce qu'on est là. Et puis c'est tout. Et ça, c'est la famille, c'est un groupe qu'on choisit pas. C'est un groupe qui nous a imposé, parce qu'on voilà, on choisit pas ses parents, on choisit pas ses frères et sœurs. Et à juste titre, on va se dire, mais on n'a pas à se faire notre place dans notre propre famille. Je suis là, ils le savent. Et puis c'est tout. Donc je dois me sentir considérée, respectée, aimée, et tout ce que vous voulez d'autre dans cet ordre-là. Après, il y a les groupes qu'on choisit, comme par exemple les amis, le choix des fréquentations, choix très très important d'ailleurs. Surtout en tant que musulman, le choix des fréquentations est extrêmement important. Mais finalement, le choix de nos amis, c'est quand même un choix personnel. Parce que c'est nous vis-à-vis de nous. On fait le choix de faire rentrer des gens dans notre vie. Oui, naturellement, on va choisir des personnes qui, on pense nous ressembler, pour essayer de construire avec eux une relation pérenne. Et l'idée, c'est d'être dans le même délire, justement pour se sentir inclus, pour se sentir considéré dans notre individualité avec eux. Et généralement, on va choisir des personnes du même âge, de la même classe sociale. Et certains d'entre nous vont privilégier des personnes de leur communauté ethnique et leur communauté culturelle également. L'objectif, c'est vraiment de se sentir compris et sur la même longueur d'onde quand on choisit un ami. Et c'est légitime. C'est légitime. Et le cercle d'amis, c'est intéressant parce que c'est vraiment un choix que tu fais. On ne te l'impose pas. Personne ne te force à aller parler à un tel ou à un tel. Tu lui parles et vous vous entendez bien. Et après, tu te dis, OK, lui, je pense que ça peut le faire. Et après, tu fais en sorte que ça devienne ton ami. Et justement, en parlant avec une de mes camarades, j'ai réalisé que c'est pas si simple. On a échangé nos vécus respectifs qui étaient finalement très similaires. Et elle m'expliquait que dans sa scolarité, spécialement, euh, elle n'était pas complètement en phase avec ses camarades de classe. Pourtant, c'était des personnes qui avaient parfois la même origine qu'elle, la même religion. Et là, on parle d'une musulmane. Et elle ne se sentait pas acceptée. Et j'irais même plus loin, ça se passait très mal. Et là, on se dit, mais on fait comment? Est-ce qu'on doit aller plus loin dans nos critères pour se sentir inclus dans un groupe, pour que ça fonctionne? En tout cas, sur le plan de l'amitié, moi, j'ai tendance à penser que oui. Tout comme mon ami, j'ai eu de très mauvaises expériences avec des groupes que j'ai choisi d'intégrer. Je pensais que rester avec eux serait un bien pour moi. Mais en venant au Canada, ça a été différent. Dans le sens où, quand je suis venue, il faut savoir que j'étais seule. Je n'avais aucune connaissance. J'avais pas de famille, si ce n'est une cousine que j'avais appris à connaître quelques mois auparavant parce qu'elle était là. Mais sinon, j'ai été comme toute seule. Je me suis dit, ok, là, tu dois faire des choix. Comment tu fais et quel choix tu fais? Alors, je me suis assise, j'ai réfléchi, je me suis dit, Rachida, cherche la compagnie de la communauté musulmane. Première chose. Parce que je me dis que j'ai déménagé au Canada, et c'est un pays qui n'est pas un État musulman, il faut que je puisse continuer à cheminer, que je puisse rechercher une facilité dans ma pratique religieuse. Alors pour moi, la logique, c'était de rechercher des musulmans avec qui rester. Et finalement, c'est ce qui s'est passé, alhamdoulilah. J'ai commencé à trouver petit à petit des amis qui n'étaient pas forcément comoriens. Genre là, l'objectif, c'était vraiment chercher des musulmans qui souhaitent se rapprocher d'Allah, qui souhaitent être plus actifs dans leur spiritualité. Et c'était vraiment le seul et unique but. Je n'avais pas tout de suite cette idée de ah, ça serait bien d'avoir des amis comoriens. Ça, c'est venu tellement après. Et je dirais que cette idée est venue dans le sens où, comme les Comores, on n'est pas un grand pays, je trouve ça toujours marrant de voir qu'il y a des Comoriens à l'autre bout du monde. Et ça a été la principale raison pour laquelle je voulais aussi pouvoir rencontrer des Comoriens. Et le fait d'entendre la langue, je ne sais pas pourquoi ça m'apaisait. Quand j'entends parler comorien, ça me renvoie à mes racines, je me sens bien. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je trouve ça bien. Mais sinon, le but, c'était
vraiment rester avec des musulmans et aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est ce qui arrive. Je suis dans ce cadre-là où je reste quasi qu'avec des musulmans. 100% de mes fréquentations sont des personnes de confession musulmane et il y a de tout. Il y a des Algériens, il y a des Marocains, il y a des Comoriens et je ressens ce sentiment d'appartenance complet à un groupe et ça fait du bien. En fait, c'est comme si tu es là, tu te sens vraiment à ta place. Tu dis, ok, là, tu as le droit d'être ici, on va pas te chasser, on va pas te faire comprendre que c'est pas ta place parce que, en fait, on a la même religion. C'est pas demain, tu vas dans une mosquée, on va te rejeter. Tu vas pas demain aller dans une assise spirituelle, on va te faire comprendre que t'es pas à ta place. Aussi, le fait d'être ici, on a moins les problèmes qu'il y a en France en termes du port du voile, de faire de prier tout court. T'as plus de facilité pour vivre ta religion. Alors ça a été moins compliqué pour moi de me sentir à ma place ici plutôt qu'en France. Et j'ai plus ressenti ce sentiment d'appartenance à un groupe. J'ai plus eu ce sentiment de pouvoir exister et d'avoir le droit d'exister là où je suis. Parce que finalement, on m'a laissé exister, on m'a laissé évoluer spirituellement, professionnellement. Et j'ai pas eu de barrière due aux différentes identités qui me composent. On m'a pas recalé un jour parce que j'étais noire, on m'a pas recalé un jour parce que j'étais voilée, on m'a pas recalé parce que j'étais une femme. On m'a juste accepté et je peux évoluer correctement. Et ce sentiment-là, c'est gratifiant de le ressentir. Parce que quand je vivais en France, c'est vrai que c'est quelque chose que je ressentais pas tout le temps. À chaque fois, je sentais que j'étais pas à ma place. Quand j'allais au travail, parce qu'il fallait que je retire mon voile, et pour moi, ça devenait de plus en plus compliqué de retirer mon voile et le remettre, et le retirer et le remettre. Parfois, je sentais que j'étais pas à ma place parce que j'étais dans des environnements où j'étais la seule noire. Alors, on va forcément te renvoyer à tes origines, à ta couleur de peau, te poser toutes les questions plus gênantes les unes que les autres. Et au moment où j'étais pas voilée, je pense que beaucoup de femmes noires vont se retrouver dans ce que je vais dire, mais le fait qu'on vienne toucher tes cheveux, vous voyez, des actions et des paroles qui te font te sentir pas à ta place, qui te disent mais t'es là, mais t'es pas des nôtres, t'es qui? Genre, on te regarde comme si t'étais limite une bête de foire. Et ici, alhamdoulilah, j'ai moins eu ce sentiment. Honnêtement, je dirais que ce qui manque, c'est ma famille. C'est vrai que parfois, tu te sens un peu marginalisé, dans le sens où il y a toujours quelque chose qui va faire que tu te sens seul. Il y a des fois, je ressens des moments de solitude. Je me dis, mais je peux compter sur qui? Je peux parler à qui? Est-ce que je suis seule? Mais ça, je me dis, vas-y, c'est des waswas qui sont temporaires et je me dois de travailler dessus pour ne pas que ça s'installe et que ça soit une réalité, une fausse réalité que je me construis. Mais si je regarde d'un œil plus général, je suis au sein d'un groupe, je suis acceptée au sein d'un groupe. On m'a jamais mise de côté à cause de ce qui me composait, que ça soit ma couleur de peau, ma religion, le fait que je porte le voile, le fait que je sois une femme. Et alhamdulillah, je me dis, c'est donc ça, faire partie d'un groupe, c'est donc ça, exister. Tout n'est pas parfait, ça c'est sûr. Il y a toujours des moments un peu compliqués, mais à part ça, dans la globalité, alhamdulillah, ça va. Et ça faisait longtemps, ou je dirais même que c'est la première fois que je peux me sentir bien et que je peux être dans un cas où j'ai le droit d'être moi à 100%. Surtout que pour ma part, j'arrivais vraiment à un stade de ma vie où je ne voulais plus faire de concessions sur qui j'étais. Parce qu'à un moment, je me souviens, quand j'étais en France, je cachais beaucoup le fait que j'étais comorienne. J'avais un peu honte de dire des mots comoriens. Vraiment, je voulais m'effacer. J'effaçais tout ce qui faisait de moi qui je suis, ma culture, ma religion. Mais en fait, il n'y a pas à faire ça. Et c'est l'environnement dans lequel j'étais qui me poussait à ça parce qu'on me faisait comprendre que j'étais un peu la personne un peu étrange, mais pas du tout finalement. Et quand je vois la différence entre avant et maintenant,
et de voir comment aujourd'hui j'affirme et que je suis fière également de ma culture comorienne, de ma religion qui est l'islam. Je me dis alhamdulillah, je me sens bien. Je me sens bien dans qui je suis, dans ces différentes identités qui me composent et j'en ai pas honte. Aujourd'hui, j'aurais plus honte dehors de parler comorien, j'aurais plus honte de faire la prière parce que c'est l'heure et même si je suis dans un parc, s'il faut que je prie, je prie. Et j'ai atteint un degré d'aisance que je n'avais pas avant parce qu'on me faisait vraiment, vraiment comprendre que je n'étais pas à ma place. Et le jour où j'ai discuté avec Wafa sur le sentiment d'appartenance, et c'est ça qui a poussé d'ailleurs à cet épisode, on s'est dit, mais finalement, est-ce que c'est parce qu'on a vécu quand on était plus jeune qui a fait ce qu'on est aujourd'hui en tant qu'adulte, qui a fait qu'on ressent ce qu'on ressent aujourd'hui. Parce que parfois, les conséquences, c'est que aujourd'hui même, dans notre groupe d'amis actuel, parfois je ne me sens pas à ma place. Ça m'arrive de ne même pas me sentir à ma place, totalement inclus, totalement accepté au sein même de mon groupe d'amis. Pourtant, c'est pas que on me rejette, mais moi je me mets naturellement de côté où je vais me dire mais vas-y, finalement que je sois là ou que je sois pas là, ça change rien. Et en fait, c'est parce qu'on m'a tellement dit t'es pas à ta place qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, il faut que j'apprenne à déconstruire tout ça et tout simplement à légitimer le fait que je suis à ma place, que je suis avec des gens qui m'acceptent comme je suis et qui me respectent comme je suis et que j'ai le droit d'exister auprès d'eux, que j'ai le droit d'exister tout court. Et ça va être un long chemin. C'est un long cheminement vraiment de déconstruire finalement tout ce qu'on nous a mis dans la tête, tout ce qu'on a essayé de nous inculquer qui était faux et le fait même qu'on ait essayé de nous faire avoir honte de qui nous sommes, de nos origines, de notre religion. Là aujourd'hui en 2025, on est fatigué. Et ça va être, je me rends compte plutôt que c'est vraiment très compliqué de déconstruire parce que avant de déconstruire quoi que ce soit, il faut aussi se rendre compte que on est comme ça et à quel point c'est ancré en nous. Et ça, on s'en est rendu compte avec Wafa quand on discutait, on s'est rendu compte de tout ça et après c'est là je me suis dit, tu sais quoi, je vais parler du sentiment d'appartenance pour le premier épisode de ce podcast parce que je me dis, et je pense pas qu'on soit les seuls parfois à ressentir ces choses-là, je pense pas qu'on soit les seuls à penser comme ça et je serais aussi très intéressée de savoir quel est votre point de vue sur la question. Alors n'hésitez surtout pas à partager vos points de vue, à partager votre façon de penser, votre façon de voir les choses. On est vraiment là pour échanger. Yumeni, c'est une safe place dans laquelle on va aborder des sujets divers et variés. C'était le premier épisode, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a ouvert un peu la réflexion et que ça pourra ouvrir aussi quelques débats. J'aime beaucoup les débats, toujours dans le respect bien évidemment. Et puis voilà, on arrive à la fin de ce premier chapitre. Alhamdulillah, j'ai mis énormément de temps à le faire, mais je suis contente de l'avoir fait. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente d'avoir sauté le pas. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. N'hésitez pas également à me donner des conseils parce que c'est la première fois que je fais du podcast. Alors s'il y a des petits tips que vous pouvez me donner, très constructifs, on prend. On est là pour évoluer, on est là pour échanger, on est là pour partager. Alors n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages sur Instagram. Ça me fera super plaisir de parler avec vous et Inch'Allah d'apprendre à vous connaître parce que je m'intéresse beaucoup aux gens. J'estime que tout le monde est intéressant parce qu'on a tous une histoire qui est unique. Et si j'ai l'opportunité de vous parler, moi je vous parlerai. Donc vraiment n'hésitez pas. Et voilà, on arrive à la fin. On arrive à la toute fin de cet épisode. Alhamdulillah, je vous remercie pour votre écoute. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, pour le deuxième épisode. Prenez soin de vous, prenez soin de votre spiritualité, prenez soin de vos proches. Et à la prochaine. Assalamu alaikum.